C'est en Seine-et-Marne que se dresse Château-Landon, un véritable voyage dans le passé. Doté de carrières de pierre, d'une cité médiévale, de tours fortifiées, de lavoirs pittoresques et d'une majestueuse abbaye, ce village semble avoir été figé dans le temps. À une centaine de kilomètres de la capitale, Château-Landon offre une expérience immersive où chaque rue raconte une histoire millénaire. On se trouve à Château-Landon, à 100 km de Paris, juste à la limite de l'Île-de-France. Derrière, à 500 mètres, on est dans le Loiret, ce qui explique toute ce mail, cette ville fortifiée qui empêchait les assaillants de monter sur Paris. Château-Landon a toujours été habité. On a 20 sites préhistoriques aux alentours, qui ont été des sites archéologiques. Dans ce charmant village de 3085 habitants, les Château-Landonnais sont fiers de leur patrimoine et de leur histoire. Dans cet épisode, nous avons le privilège de bénéficier d'une visite guidée des principaux monuments de la ville, d'explorer l'histoire des carrières grâce à la Maison de la Pierre, de faire une halte reposante dans la zone humide des Prés Patouillat et d'explorer chaque recoin de l'abbaye de Saint-Séverin. Visitons ensemble Château-Landon, l'un des plus beaux villages d'Île-de-France. Pour percer les mystères historiques et architecturaux des trésors de Château-Landon, nous sommes guidés par Claude Jousse, un résident heureux et fier de ce petit village francilien. Ici, on est dans un écrin de verdure, un endroit paisible, comme vous pouvez l'entendre, des oiseaux, de la verdure, un grand parc magnifique pour se promener, le paradis des promeneurs, le paradis des historiens ou de ceux qui s'intéressent à l'histoire, et puis de l'eau, ce qui donne aussi beaucoup de vie au village, et une vie agréable, des fêtes et une ambiance très familiale et très sympathique. Notre exploration débute par la tour Saint-Tugal, un joyau classé au titre des monuments historiques. Alors là, on est en présence de l'église Saint-Tugal, qui ne s'est pas appelée tout le temps Saint-Tugal. Il faut savoir qu'en 774, les Saxons attaquent l'abbaye. Les moines sont obligés de se réfugier dans la ville forte de Château-Landon. Et en se réfugiant dans la ville forte, ils ont été protégés. Et pour remercier Château-Landon, ils ont fait construire cette belle église qui était là, une église mérovingienne. On le reconnaît grâce aux pierres qui sont alignées en écailles de poisson, qui est une technique bien particulière de cette époque. Et puis, on n'a que le clocher, puisque l'église, après, a grandi. On a été d'abord sur une église qui s'appelait Saint-Étienne, qui était vouée à Saint-Étienne. Et puis, elle a pris de l'importance. 130 ans plus tard, des Normands attaquent des moines qui viennent se réfugier ici, à Château-Landon, avec des reliques, et ramènent comme relique Saint-Tugal. Et Saint-Tugal va être ici entreposé, gardé ici, en tant que relique, va être pillé plus tard. L'église va être abandonnée à la Révolution, va être détruite malheureusement. On espère qu'elle sera restaurée un jour. Elle est maintenant privée. La personne qui y habite aimerait la restaurer. On va voir ce que ça donnera, mais ça devrait être très joli. Sur le chemin bucolique et pittoresque des amoureux, découvrons ensemble Château-Landon au fil de l'eau. Donc là, on est sur le chemin des amoureux, une petite promenade bien agréable à côté du fusain, d'un des deux bras du fusain, le petit fusain, qui est bordé de 17 lavoirs, qui sont des lavoirs privatifs, et 17 lavoirs, dont 3 qui sont communaux.
Il faut savoir que dans ces lavoirs, on lavait le linge, mais surtout on le rinçait. On le lavait dans ce genre de petite maison, on avait de quoi le faire bouillir, une bassinoire, et on le faisait bouillir dans la petite maison. Puis après, les femmes venaient dans le lavoir, s'asseyaient dans les caisses qui sont là, se mettaient à genoux, et avaient des grandes plaques pour pouvoir rincer leur linge, ce linge qui a été lavé à la cendre, une cendre de châtaignier, surtout pas de chêne, puisque trop tanin. Donc on allait laver son linge et le rincer ici. Nous laissons quelque temps Claude et continuons notre visite au sein de la ville ouverte. C'est Michèle Billard, présidente de l'association Histoire et Archéologie de Château-Landon, qui nous attend près du porche de la Monnaie. Cet édifice est un vestige du XIVe siècle au style Renaissance, qui servait à l'origine de bureau de change. L'établissement a été fondé il y a très longtemps. Il a fonctionné pendant 300 ans et puis on l'a fait en sorte que ce soit maintenant un endroit où vivent des artistes. À l'époque, pour faire le change de la monnaie, on s'installait là où il y a les arcades maintenant, mais à l'époque, il n'y avait pas d'arcade. Le bâtiment là, date du XVIe. Ce bâtiment a été transformé au fur et à mesure du temps. Il ne reste plus maintenant que cette façade. Michèle nous guide ensuite à travers la Maison de la Pierre, nichée dans l'ancien Hôtel-Dieu, désormais transformé en musée et espace culturel consacré à la célèbre pierre de Château-Landon. Ici, nous sommes dans l'Hôtel-Dieu. L'Hôtel-Dieu a été créé sur des terres données par Jean Vert à l'époque du XIIe parce que l'abbaye de Saint-Séverin recueillait trop de monde et on avait besoin d'un établissement qui puisse recevoir les pauvres, les malades et les pèlerins. Dans ce lieu, les expositions retracent l'histoire passionnante de la pierre, depuis sa formation il y a des millions d'années jusqu'à son utilisation dans les plus grands monuments parisiens, notamment l'Arc de Triomphe, le Sacré-Cœur ou encore le pont Alexandre III. Il y avait plusieurs carrières à Château-Landon. La première qui a été ouverte s'appelle la carrière du gouvernement. C'est celle où on a extrait la plus grande partie des pierres qui ont servi à construire le Sacré-Cœur. Elle partait par bateau et elle remontait jusque tout là-haut pour construire l'Arc de Triomphe. Les outils étaient de différentes formes en fonction de la taille de la pierre que l'on voulait utiliser. Mais pour pouvoir se servir de ces outils, il fallait beaucoup de personnel. On n'en a pas eu assez, on en a fait venir de différents endroits. Et puis à la fin, on a ouvert une école en 1883. C'était, si vous voulez, les cours du soir de l'époque. C'était un atelier de stéréotomie où on apprenait la taille et la coupe de la pierre. Rejoignons maintenant Claude devant l'imposante église de Château-Landon. L'église Notre-Dame de Château-Landon, avec son clocher incroyable. Un clocher qui culmine à 57 mètres, avec des belles fenêtres qui ont la particularité, et c'était très intelligent, de les faire plus petites en bas qu'en haut. Donc avec la perspective, on a l'impression qu'elles ont toutes la même taille. Et puis, une qualité architecturale incroyable, bien sûr, dans une ville de pierre, une ville de tailleurs de pierre. On va faire un édifice qui montre que l'on est riche, que l'on sait faire. Donc là, on a vraiment un très beau monument. De l'autre côté de l'église, on a un début de construction qui est du 10e siècle, jusqu'à la porte centrale. Puis après, c'est du roman à cette époque-là, et de la roman. Et maintenant, on va venir jusqu'ici, 12, 13, 14e siècle, pour avoir ces fenêtres en ogive qui sont vraiment gothiques, typiques gothiques. Donc, quand vous êtes dans l'église, vous avez d'un côté le 10 et le 11e siècle, au milieu le 12, puis le 13, 14e siècle avec le clocher. On a une machine à remonter dans le temps dans un seul monument.
terminons notre visite avec Claude devant la tour de la Madeleine. La tour Madeleine, qui est juste derrière moi, un des derniers vestiges de la ville fortifiée. On a encore une tour qui est fortifiée avec un passage ici. Donc dans ces maisons qui sont là, on a encore le passage du tour de garde, qui est maintenant muré, mais on a encore la trace de la porte. Et donc on peut imaginer ces gardes qui ne faisaient qu'un tour de garde par le haut ou par le bas. Ils ne se croisaient pas. On n'avait pas assez de place pour se croiser. Le passage fait 50-60 cm. Donc automatiquement, si un envahisseur rentrait dans ce passage, il était plus facile de le tuer, de l'étourdir, de l'assommer que dans un grand couloir. On ne pouvait pas le rater. Nous quittons quelques instants la vieille ville médiévale et fortifiée de Château-Landon pour découvrir, aux côtés de Stéphane Bic, la zone humide du parc de la Tabarderie. Elle valorise le patrimoine naturel et préserve la biodiversité au sein de l'espace naturel sensible communal de la vallée du Fusain. Nous sommes sur un site emblématique de la commune de Château-Landon, qui est la zone humide des Prés-Patouillas. Lors de l'inauguration des lavoirs, nous sommes passés le long de cette zone, qui était une zone laissée à l'abandon. Et sur ces entrefaits, le syndicat sur lequel je travaillais à l'époque s'est demandé si on ne pouvait pas mettre en valeur cette zone humide. Cette zone se veut multigénérationnelle, mais également accessible à toutes les personnes, même les personnes à mobilité réduite. C'est pour cela que l'on a créé un platelage sur lequel les personnes en fauteuil roulant ou les personnes malvoyantes peuvent circuler. L'intérêt aussi de cette zone humide des Prés-Patouillas, c'est qu'on est juste à côté d'un parc aménagé, le parc de la Tabarderie. Donc les gens peuvent venir pique-niquer dans le parc et venir se balader dans un endroit beaucoup plus naturel. Alors là, nous nous trouvons sur le platelage haut, avec des pieux de 4 mètres qui ont enfoncé dans la tourbe. C'est un milieu, c'est l'endroit où on appelle le ruisseau, parce qu'on peut voir l'effet qu'a la zone humide sur les crues et sur l'eau. En effet, c'est le rôle d'une éponge, la zone humide. Elle capte de l'eau, elle se gonfle et elle relargue en période un peu plus chaude l'eau pour préserver les cours d'eau. Et là, on peut voir que là, la zone humide est vraiment pleine, puisqu'on est dans un secteur où l'eau qui arrive du Fusain pénètre dans la zone humide, se stocke dans la zone humide et repart petit à petit vers le Fusain. Donc sur cet endroit, on est vraiment au cœur, on va dire, dans la zone humide, en lisière de boisement alluvial, d'Aulnay-de-Fresnes, mais également d'une méga forbière qu'on est un peu plus loin. Là, nous pouvons voir un hôtel à insectes qui a été mis en place par la commune, par les pages, mais également les élèves de l'école primaire de Château-Landon. C'est eux qui ont rempli tous les petits casiers. On est tout à fait dans le cadre, parce qu'un hôtel à insectes, pour la biodiversité, c'est essentiel également. Donc cet hôtel à insectes est visité régulièrement. On peut voir tous les petits bouts de bois en bas. Ce sont des abeilles solitaires qui passent l'hiver dedans et qui repartent après au beau jour, au printemps. Ils vont bientôt sortir d'ailleurs et pouvoir aller dans toute la zone humide. Là, nous nous trouvons sur une des 2 mares qui ont été mises en place sur cette zone humide. La mare à fer à cheval, qui est une mare naturelle. C'est un spot aussi qui a été intéressant par rapport à l'animal emblématique de la zone, qui est l'agrillon de mercure. Sur tous les panneaux, on fait référence à l'agrillon de mercure. C'est une petite libellule
qui est une espèce protégée et qui est sur la zone humide de Château-Landon et que l'on préserve en entretenant la végétation pour qu'elle puisse se diversifier et proliférer sur cette zone. Sur la petite île au milieu de la mer, la mare à fer à cheval, on peut voir une maison de troll, en fait un tronc qui a été emmené à l'école de Château-Landon. Les élèves de primaire ont mis en place les petites fenêtres, la porte, la cheminée. On l'a remis sur site pour que la végétation après, on peut le voir avec le lierre qui va dessus, puisse se développer. Ça fait partie aussi de l'aspect imaginaire et puis de la zone humide, avec aussi des animations qui se font l'été à Château-Landon. Voilà, on peut aller même plus loin si on veut dans la décoration avec des sculptures qui ont été mises en place, un champignon qui a été sculpté pour que l'imaginaire humain puisse se révéler dans cette zone humide. Et quand on parle de sculpture, c'est l'occasion de découvrir l'une des mascottes du village que l'on nomme le Petit Pèlerin. Cette ville est en effet le point de départ de nombreux pèlerinages, notamment celui vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Depuis plus de 65 ans, une statue en granit représentant ce pèlerin trône aux 28 rues de la République. Mais c'est sa réplique perchée au sommet de la butte de Saint-Séverin qui retient aujourd'hui notre attention. Haute de 1,65 m et pesant plus de 150 kg, cette statue en bois de cèdre guide les randonneurs et visiteurs de tous horizons. Son regard bienveillant tourné vers la magnifique abbaye qui domine la ville. La merveille de Château-Landon est sans conteste l'abbaye de Saint-Séverin, désormais reconvertie en maison de retraite départementale depuis 1965, accueillant près d'une centaine de résidents. Cette construction datant du VIe siècle ne se visite pas, mais offre l'accès de son parc aux visiteurs. Pour nous faire découvrir tous ses secrets, nous avons rendez-vous avec Lionel Cornichon, qui a eu la chance d'y travailler pendant plus de 44 ans. C'est une abbaye qui est millénaire, bien entendu. Ça commence avec Clovis. Clovis était malade. Il était donc à Paris et puis il avait une fièvre tenace qui n'arrivait pas les apothicaires de l'époque n'arrivaient pas à soigner tout ça. Et quelqu'un lui dit mais écoutez, sire, il y a un moine dans l'abbaye d'Agone, dans le Valais en Suisse, qui par imposition des mains ou par des prières, en mettant son étole sur le corps, fait des miracles. Et de fil en aiguille, il arrive ici, il soigne Clovis. Et Clovis de lui dire « mais est-ce que vous ne voudriez pas être mon médecin personnel » ou truc comme ça. Il me dit « non, moi je ne veux pas retourner à Paris, moi je vais retourner dans la gaietude de mon abbaye, n'importe comment, j'ai fait un rêve prémonitoire, je vais mourir sur la montagne ». Donc la montagne, à savoir que nous on est quand même à 98 mètres au-dessus du niveau de la mer, c'est un petit peu limite, mais bon, c'était comme ça. Séverin décède, effectivement. Clovis charge son fils de construire quelque chose en l'honneur de Séverin. Alors au début, ça devait être une petite église, un petit oratoire, un truc comme ça, pour devenir une abbaye plus importante et qui est devenue abbaye royale sous Jacques d'Aubusson au XVIe siècle. Dans ce sanctuaire, le cloître conserve les témoignages de l'histoire lapidaire et millénaire de la ville. On est dans la partie du cloître de l'abbaye, qui, comme elle était à peu près conservée, il a été maintenu dans l'état, mais on voit que c'était plus des architectes qui l'avaient construit, que c'était que des maçons à l'époque. Parce que toutes les clés de voûte que vous voyez au-dessus, il n'y en a pas une qui est alignée. Donc ça signifie qu'à un certain moment, ils ont manqué d'argent pour faire venir des compagnons dignes de ce nom, quoi. Donc ils récupéraient, quand c'était tombé, ils récupéraient ce qu'il y avait par terre, et puis ils refaisaient avec ce qu'ils retrouvaient, quoi. Donc là, il y a un dépôt lapidaire que vous voyez sur les bords,
Donc on voit la richesse quand même de l'abbaye. Quand on voit les sculptures, c'était quelque chose, une abbaye qui était très riche quand même. Quand on voit le travail de sculpture, c'est quand même pas commun. Cette clé de voûte-là, on a un écu avec les 3 fleurs de lys qui correspondent au fait que ce soit une abbaye royale. Mais les fleurs de lys, elles sont inversées, elles ne sont pas dans le bon sens. Mais celle-ci, elle est superbe parce que c'est vraiment un repère comme quoi c'était une abbaye royale. Après, je crois qu'on a un chemin de croix quelque part. Alors, attendez. Tiens, il est là. Vous avez la croix, vous avez les fleurs, les palmettes, tout ça, tout ce qui correspond à ces attributs de clé de voûte là. Alors quand je vous disais que c'était des grands gaillards, ça c'est le sarcophage, bon il n'y a pas le dessus, mais alors c'est du calcaire. Hein. Et ben ils étaient inhumés là-dedans, les moines étaient inhumés là-dedans. Alors ceux qui étaient inhumés là, c'est parce que inhumés là, dans ces sarcophages, c'est parce que c'était des gens qui étaient riches. Ancien édifice religieux catholique, l'abbaye de Saint-Séverin conserve tout de même l'une de ses fonctions premières. Nous nous trouvons dans le lieu de culte actuel où se déroulent encore des messes. L'originalité de la croix derrière le pupitre est qu'elle est faite en béton, directement dans le mur. Poursuivons notre exploration en pénétrant dans les mystérieuses cryptes de l'abbaye. Là, nous sommes donc dans l'église basse, hein, la première église, l'église primitive. Donc là, on est dans la nef, bas côté nord, bas côté sud, schéma classique. Et on voit qu'à un certain moment, les moines, quand il a fallu reconstruire, eh ben, ils servaient de ce qu'il y avait sur place, donc des morceaux de sarcophage. On les voit encore là, de droite et de gauche. Alors, les fresques qui ont été découvertes en 1926 par un jardinier, donc il était en train de planter ses poireaux, et puis le plantoir est tombé, et ils ont découvert qu'il y avait ce site-là, avec les fresques. Ces peintures murales découvertes en 1928 comptent 2 épisodes de la vie de Saint-Séverin et sont désormais transposées sur toile afin d'assurer leur conservation. C'est la guérison de Clovis par Séverin. Alors nous avons, je montre, Clovis qui est alité, Séverin qui est en train de le soigner là. Et là, il y avait Tranquillin, son apothicaire personnel à l'époque, qui n'arrivait pas à soigner cette fameuse fièvre. Donc là, on est dans l'église primitive, donc c'était un chevet plat. Le dos de l'église, c'était un chevet plat. Et on considère que c'est cistérien parce qu'il y a une baie ici, et il y en a une là, et il y en a une de l'autre côté. Donc ça, c'est classique cistercien, partout. Il est temps de dire au revoir à Lionel, gardien passionné de l'histoire, et de faire une dernière halte près du pigeonnier, témoin silencieux des siècles passés. Nous pouvons notamment y observer la pierre tombale de Henri de Lagrange-Trianon. Notre périple touche à sa fin, mais les souvenirs et les découvertes resteront gravés. De la richesse historique des lavoirs à la sérénité de l'abbaye,
Chaque pierre raconte une part de l'histoire de Château-Landon. Une ville tournée vers l'avenir, qui allie avec brio patrimoine et préservation de la nature. Et c'est pour cela que Château-Landon mérite indéniablement sa réputation d'être l'un des plus beaux villages d'Île-de-France.